Ma mère me maintenait au sol pendant que mon père organisait mon mariage avec un homme plus âgé et dangereux. Alors, j'ai fui et j'ai tout exposé. Des années plus tard, ma mère est tombée malade et m'a supplié de revenir, parce que j'étais de la famille. Mais dans ma famille, ce mot avait un goût amer. Chez nous, les filles étaient mariées dès leurs premières règles. Peu importait que tu aies 12, 13 ou 14 ans. Le sang signifiait que tu étais prête pour un mari, souvent âgé de 3 fois ton âge. J'avais grandi avec cette idée en tête. Cela ne me semblait pas si terrible. Jusqu'à ce que j'aie 11 ans. C'est à cet âge que j'ai vu ma cousine Miam promise à un homme de 43 ans, 3 jours seulement après ses premières règles. 2 de ses épouses précédentes étaient mortes avant l'âge de 20 ans. Cette nuit-là, j'ai décidé de manger moins. Pas parce que je voulais maigrir ni parce que je détestais la nourriture, mais parce que j'avais remarqué que les filles les plus maigres étaient les dernières à avoir leurs règles. Je compris que c'était ma seule option. Plus tard, j'appris qu'il fallait un minimum de masse grasse pour que la puberté commence. Les autres filles me surnommaient « squelette », mais je m'en fichais. Les jeunes de mon âge étaient déjà promises à des hommes qui avaient parfois des enfants plus âgés qu'elles. Cela ne signifiait pas pour autant qu'on cessait de me préparer à devenir une épouse. Chaque vendredi, de 1h à 10h du matin, je devais servir les repas aux hommes de la famille. Interdiction de parler ou de croiser leurs regards. Si j'osais le faire, je recevais 10 coups de ceinture. On me forçait aussi à tenir des casseroles brûlantes à main nues pour endurcir ma peau, afin que je devienne plus résistante aux travaux de cuisine. Chaque soir, ma mère m'enduisait le visage de crème blanchissante pour que je sois belle. À part ma faim volontairement dissimulée, j'étais la fille parfaite, obéissante, souriante, toujours en train de parler de mon impatience d'avoir des enfants. Mais à 14 ans, toujours sans règles, je fis une découverte qui allait tout changer. Il faut préciser que nous vivions aux États-Unis. Ma mère nous avait convaincus que ces pratiques étaient normales, que les filles qui ne suivaient pas ces traditions finissaient seules, laides et inutiles. Jusqu'au jour où une enseignante m'obligea à la rencontrer. Elle avait remarqué à quel point j'étais maigre lorsque j'étais venue en t-shirt à l'école. Elle sortit un moment pour aller aux toilettes en laissant son bureau ouvert. Je n'aurais pas dû fouiller, mais je l'ai fait. Dans un tiroir, j'ai trouvé des brochures sur les lois du mariage, des fascicules intitulés Vos droits en tant qu'adolescente ou encore Quand la culture devient crime. Ma mâchoire s'est crispée en lisant ces pages. C'était la première fois que je découvrais qu'un mariage avant 18 ans était illégal, sans exception culturelle, sans consentement parental possible. Je volai le livret le plus fin et le glissai dans ma ceinture. Pendant des semaines, je l'ai relu en cachette, la nuit, quand mes parents pensaient que je dormais. J'appris les numéros de téléphone des services de protection de l'enfance, les adresses de refuge, les phrases exactes à prononcer pour déclencher un signalement obligatoire. J'appris que les enseignants, les médecins et les conseillers scolaires devaient signaler les soupçons d'abus par la loi. Alors, j'ai créé un petit groupe secret dans l'abri de jardin de mon oncle. Nous étions 6 cousines, pas encore réglées, toutes terrifiées par notre avenir. Je leur ai enseigné ce que j'avais appris, quel professeur pouvait alerter, quel mot dire pour provoquer une enquête. Nous répétions en chuchotant, ils veulent me marier. J'ai seulement 13 ans. Aidez-moi, s'il vous plaît. À 15 ans, mon corps me trahit. Le sang arriva un matin, pendant la préparation des repas, tachant ma robe blanche. Le cri de joie de ma mère alerta toutes les femmes de la maison. Elles m'embrassèrent, me félicitèrent, répétant que j'étais chanceuse. Le soir même, mon père avait déjà choisi mon mari, Amu Habibi, un riche entrepreneur de la construction. Ses 2 précédentes épouses étaient mortes à 23 ans. Les certificats mentionnaient une insuffisance rénale. Les femmes chuchotaient qu'elles étaient mortes d'avoir eu trop d'enfants trop jeunes. 2 jours plus tard, ma cousine Anna, une des filles du cabanon, eut aussi ses règles. Le soir même, elle fut promise à un homme de 51 ans qui collectionnait les épouses comme des trophées. 8 de ses enfants étaient plus âgés qu'elle. J'ai vu son regard s'éteindre quand on a négocié sa dot comme si elle n'était qu'un objet. Cette nuit-là, je lui ai passé mon carnet, celui où j'avais recopié tous les numéros et les informations que j'avais mémorisées. Je lui ai murmuré, « Demain, parle à ton prof de sciences. Dis les mots exacts que je t'ai appris. » Ses mains tremblaient. « Et toi ?» m'a-t-elle demandé. « Mon mariage n'est pas prévu avant 2 semaines. J'aurai le temps de trouver une solution, » lui ai-je répondu. Je me trompais. Cette nuit-là, on frappa à la porte. C'étaient les services de protection de l'enfance. Le visage de mon père passa de l'incompréhension à la fureur quand les agents demandèrent à parler à toutes les filles mineures de la maison. Ils posèrent des questions sur Anna, sur les mariages précoces, sur les mariages forcés. Dès qu'ils partirent, ma famille se referma sur moi comme une meute de loups. Quelqu'un avait, selon eux,
empoisonner l'esprit des filles avec de fausses idées venues de l'Occident. Ils fouillèrent la maison de fond en comble, persuadés qu'il y avait une traîtresse parmi nous. Et bien sûr, au bout d'une heure, ils retrouvèrent mon carnet caché dans l'abri de jardin. Mon père l'arracha de leurs mains et le brûla devant tout le monde. Il m'appela malade, contaminé, et, selon sa formule préférée, un cancer qu'il fallait extirper. Puis, il déclara devant tous, le mariage aura lieu demain, avant qu'elle ne détruise d'autres âmes. À l'aube, tout était prêt. On devait venir m'habiller de rouge et d'or pour me livrer à un homme qui avait déjà enterré 2 femmes. Mon estomac se tordait. Les pas approchaient de ma chambre. Mais j'avais prévu quelque chose. Depuis des jours, j'avais préparé un petit sac en plastique, caché au plafond derrière une dalle amovible. Il contenait une tenue de rechange, quelques adresses de refuge que j'avais réécrites de mémoire et $20, économisées en volant un billet de ma mère de temps en temps. Quand la poignée tourna, je me recroquevillai et gémis. Ma mère entra, parée de ses plus beaux habits. « Lève-toi. Le maquilleur arrive dans 30 minutes. » Je me pliai en deux, les mains sur mon ventre. « Maman. J'ai mal. » Elle fronça les sourcils. Dans notre culture, une mariée malade était un mauvais présage. « Qu'est-ce que tu as mangé ? » « Rien. »« Je crois que c'est l'estomac. » Elle hésita, puis finit par me laisser 5 minutes pour aller aux toilettes. Je titubais dans le couloir, le sac dissimulé sous ma robe de nuit. Dans la salle de bain, je verrouillai la porte, grimpai sur la cuvette et atteignis le plafond. Le sac m'attendait. Je le cachai dans l'ouverture, puis fis couler l'eau pour que mes plaintes paraissent crédibles. Des coups résonnèrent contre la porte. « Ouvre !» cria ma mère. Je forçai la petite fenêtre au-dessus des toilettes, scellée depuis longtemps par la peinture. Pendant des semaines, j'avais gratté les bords avec un couteau volé à la cuisine. Le cadre céda enfin, laissant passer un filet d'air frais. Derrière la porte, les voix s'élevaient. Mon père ordonnait « Enfoncez-la ». Je tirai mon sac à travers l'ouverture et me hissai tant bien que mal. Mes hanches restèrent coincées, mes épaules me brûlaient. Au moment où la serrure cédait, je réussis à passer de l'autre côté et sauter de 2 mètres dans l'herbe trempée. Mon pied se tordit, mais ne céda pas. Les cris résonnaient derrière moi. Je courus pieds nus, ma chemise de nuit flottant au vent. Je traversai les jardins voisins, évitant les lumières qui s'allumaient, les chiens qui aboyaient. Derrière moi, les moteurs de plusieurs voitures vrombissaient déjà. Je me cachai derrière les poubelles d'un voisin au moment où les phares balayaient la rue. La voix de mon cousin Omar fendit la nuit, cherchée partout. Elle ne peut pas être loin. Le trajet jusqu'à l'arrêt de bus n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais je le connaissais par cœur, l'ayant répété des centaines de fois dans ma tête. Je bondissais de voiture en voiture pour me couvrir, mes pieds laissant des traces de sang sur le béton. Un éclat de verre s'était logé dans mon talon, mais je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Un autre cousin surgit à gauche. Une voiture freina brutalement. J'escaladai la clôture de Madame Chêne et me jetai dans ses rosiers, les épines déchirant ma peau. Elle n'était pas de notre communauté. Peut-être qu'elle ne me livrerait pas. J'espérais du moins. Je traversai son jardin, longeai une ruelle et vis enfin l'arrêt de bus. Le bus s'y arrêtait, prêt à repartir. Je me mis à courir en agitant les bras. Le chauffeur, une femme noire âgée, me dévisagea, vit mes pieds en sang, ma robe en lambeaux, et m'ouvrit la porte sans poser de questions. « Je n'ai pas d'argent. » Soufflai-je. Une passagère âgée se leva aussitôt, glissa la monnaie dans la machine et me guida à son siège. Elle me tendit des mouchoirs et me chuchota doucement. « Assieds-toi, ma petite. Tu es en sécurité maintenant. » À travers la vitre, je vis la voiture d'Omar s'arrêter net sur le parking. Mon cœur s'emballa. Je me penchai sous la fenêtre, mais la femme se déplaça subtilement pour me cacher. Le bus repartit, laissant derrière moi les cris et les menaces. Nous avons roulé jusqu'au centre-ville. Avant de descendre, la passagère me glissa un billet de $10 dans la main. « Peu importe d'où tu viens. N'y retourne pas. » Je hochai la tête, incapable de parler. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais une chose, je ne rentrerai plus jamais. Le palais de justice s'élevait devant moi, immense et intimidant. Je boitais, laissant des traces rouges sur le marbre glacé du hall. Les agents de sécurité échangèrent des regards, mais aucun ne m'arrêta. J'avais déjà mémorisé les phrases clés, ordonnance de protection d'urgence, mineur, mariage forcé. Au guichet, une greffière me regarda longuement avant de contourner son bureau et de m'installer sur une chaise. Elle me tendit des formulaires. « As-tu besoin d'un médecin ?» souffla-t-elle. « Je suis mineure, j'ai 15 ans. Ils veulent me marier aujourd'hui. Aidez-moi. » Elle prit mes coordonnées et demanda une adresse pour l'ordonnance. Je récitai de mémoire celle d'un refuge,
priant pour qu'il y ait de la place. Pendant ce temps, mon téléphone, resté dans mon sac, ne cessait de vibrer. Appels de ma mère, de mon père, d'Omar, puis de numéros inconnus. Les messages vocaux s'empilaient. Je savais ce qu'ils contenaient, honte, malédiction, insulte. La greffière s'absenta et revint avec un juge. Celui-ci lut ma requête dans le hall, puis leva les yeux. Accordé. Ordonnance de protection immédiate. Audience complète dans 2 semaines. Je serrai la feuille contre moi comme une bouée. En sortant, je pris la direction du refuge. 3 pâtés de maison plus loin, mon téléphone indiqua qu'il n'y avait aucune place avant jeudi. 3 jours. 3 jours sans abri. C'est à ce moment que je pensais à Madame Rodriguez, mon enseignante. Celle qui m'avait laissé voir ses brochures. Était-ce vraiment un oubli? Peut-être voulait-elle que je découvre la vérité. Après 2 heures et 3 bus, je me retrouvai devant mon lycée, désert en ce samedi. Sa voiture était garée sur le parking. Je poussai la porte de sa salle de classe. Elle leva les yeux, laissa tomber son stylo et accourut. Mon Dieu! Souffla-t-elle en découvrant mes pieds ensanglantés, ma robe déchirée, et l'ordonnance que je tenais comme un trophée. Elle me fit asseoir, sortit une trousse de premiers secours et nettoya mes plaies. Alors, les larmes jaillirent, véritables cette fois, incontrôlables. Il voulait me marier aujourd'hui. À un homme qui a déjà enterré 2 femmes. Le refuge est plein. Il me cherche. Elle attrapa son téléphone. Je vais appeler les services sociaux d'urgence. Mais la voix à l'autre bout de la ligne fut glaciale. Sans preuve immédiate de danger physique, l'ordonnance ne suffisait pas. A-t-elle déjà été frappée? Demanda l'agent. Madame Rodriguez insista. Elle a des morceaux de verre plantés dans les pieds, des coupures partout. Si ce sont des blessures auto-infligées, cela ne compte pas. C'est alors que mon téléphone sonna encore. Cette fois, c'était mon père. Madame Rodriguez décrocha. Sa voix, posée et mielleuse, résonna. Notre fille est malade. Elle invente des histoires. Elle a besoin de ses médicaments. Nous sommes très inquiets. Elle pâlit et raccrocha aussitôt. Comment a-t-il su que tu étais ici? Mon téléphone. Réalisez-je. Il traquait ma localisation. Nous le réinitialisâmes d'urgence. Pendant qu'elle appelait d'autres numéros, je me sentis soudain oppressé. Car déjà, des portières claquaient sur le parking. Des voix masculines résonnaient dans le couloir. Mon père, mes oncles. Ils frappèrent à la porte de la classe, d'abord poliment, puis plus fort. Elle est malade. Nous avons ses médicaments. Madame Rodriguez ferma les stores et verrouilla la porte. Je lui montrai mes cicatrices. Les marques rondes laissées par les casseroles brûlantes, les bleus encore frais laissés par ma mère quand elle avait voulu m'habiller de force. Elle prit des photos, les mains tremblantes. Elle appela la police. Nous sommes dans une salle, plusieurs hommes essaient de forcer la porte. L'élève est en danger immédiat. La poignée s'agita, les coups redoublèrent. Mon oncle cria, elle invente tout. Elle est schizophrène. J'entendis le cliquetis d'une clé. Ils avaient prévu le coup. Je lui dis vite, vérifiez les caméras du parking. J'ai couru seule. S'ils ont mes médicaments, c'est qu'ils les ont apportés avec eux. Elle alerta le gardien, qui confirma, on les voyait arriver déjà munis de flacons à mon nom. De faux dossiers. Les sirènes hurlèrent enfin au loin. Les coups cessèrent aussitôt. Ils se retirèrent en vitesse. Quand la police entra, mon père s'était transformé en gentleman distingué, costume impeccable, voix suave. Il exhiba les boîtes de médicaments. Ma fille est malade. Elle invente ces histoires terribles. Nous voulons seulement la protéger. Les policiers nous séparèrent. Un agent examina mes blessures. Ces coupures pourraient être auto-infligées, dit-il. Je protestai, montrant mes cicatrices anciennes, mes bleus, mais il hésitait. Alors, Madame Rodriguez sortit un dossier. Mes rédactions, accumulées au fil des mois. Chacune contenait, sous des métaphores et allusions, les traces de ma souffrance. Cuisiner, jusqu'à brûler mes mains, me préparer au mariage, servir sans parler. Le policier lut, fronça les sourcils, et commença à comprendre. Puis le gardien arriva avec la vidéo des caméras, mon père et mes oncles entrant avec les flacons avant même de me voir. La supercherie devenait évidente. Mais la preuve décisive manquait encore. Alors j'eus une idée, appeler ma cousine Anna. Elle a fait un signalement hier. Madame Rodriguez tapa son nom sur Internet. Mais son dossier scolaire avait disparu. Sa famille venait de déménager hors de l'État. Téléphone coupé. Mon père avait agi plus vite que nous. C'est alors que son masque craqua.
Il parla à ses frères en arabe, évoquant l'avocat et la dot non remboursable. L'agent fronça les sourcils. Quelle dot? Je me suis mal exprimé, bafouilla mon père. Mais trop tard, la vérité se dessinait. L'heure qui suivit fut un tourbillon. Plus de policiers arrivèrent, rejoints par une superviseure de la protection de l'enfance et même un représentant du procureur. Mon père alternait menaces et suppliques. Un instant il parlait de poursuites judiciaires, l'instant d'après il implorait qu'on respecte la liberté religieuse et les droits parentaux. Mais les preuves s'accumulaient. Mes blessures. Les rédactions conservées par Madame Rodriguez. La vidéo du parking. Les faux médicaments. Et surtout, l'ordonnance d'urgence obtenue le matin même. La décision tomba, j'étais placé sous protection immédiate. La colère de mon père explosa. Il se jeta vers moi en hurlant des malédictions dans sa langue maternelle. 2 policiers le maîtrisèrent de justesse, tandis qu'il me crachait qu'aucune fille n'échappait à sa famille. Madame Rodriguez serra ma main jusqu'à l'arrivée d'une femme fatiguée, nommée Margaret, chargée de trouver une famille d'accueil en urgence. Elle m'installa dans un fauteuil roulant, mes pieds étant trop abîmés. « On va t'emmener à l'hôpital d'abord, » dit-elle doucement. La salle d'urgence était bondée. Accident de sport, blessures domestiques, cris d'enfant. Le médecin constata des morceaux de verre encore incrustés dans mon talon. On m'injecta un anesthésiant, puis on retira chaque éclat avec précision. Mes larmes coulaient, mélange de douleur et de peur. Chaque minute me rappelait que ma famille pouvait encore me retrouver. Pendant ce temps, Margaret téléphonait partout. Mais tous les refuges étaient pleins. Les placements du week-end sont les pires, soupira-t-elle. Les foyers spécialisés dans les cas culturels à risque étaient saturés. Elle murmura même à Madame Rodriguez. Si on l'envoie en famille d'accueil classique, ils viendront la chercher. C'est alors que mon enseignante eut une idée. Elle connaissait une infirmière à la retraite, agréée pour accueillir des jeunes en urgence. Elle s'appelait Theodora Whitman. Quelques coups de fil plus tard, tout était arrangé. Quand nous arrivâmes chez Theodora, la nuit tombait. La maison était modeste mais solide, entourée d'une haute clôture, équipée de caméras de surveillance. Une odeur de soupe chaude flottait dans l'air. Théodora m'accueillit d'une voix ferme mais rassurante. « Entre, ma fille. Ici, tu es en sécurité. » Elle m'installa dans une petite chambre, simple mais chaleureuse. Un détail me frappa. La porte avait une serrure intérieure, et les fenêtres étaient munies d'alarmes. « C'est pour ta tranquillité, » dit-elle. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis un semblant de sécurité. Avant de partir, Madame Rodriguez me donna une carte avec son numéro personnel. « Appelle-moi à n'importe quelle heure, jour ou nuit. » La première nuit, je dormis à peine. Chaque bruit de voiture dans la rue me faisait sursauter. Vers 3 heures du matin, Théodora entra discrètement. « Moi aussi j'ai déjà hébergé une fille comme toi. » Sa famille est venue jusqu'à ce portail. Ils disaient que c'était leur propriété. Mais ici, la police arrive en moins de 2 minutes. Son ton était calme, mais je vis une étincelle de défi dans son regard. Le lendemain, dimanche, nous passâmes la journée à établir un plan de sécurité. Elle m'aida à activer un nouveau téléphone, connu seulement d'elle, de Margaret et de Madame Rodriguez. Nous simulâmes divers scénarios. Que faire si quelqu'un m'abordait dans la rue, quelle voisine pouvait être appelée en cas d'urgence, comment varier mes trajets pour rester imprévisible. Demain, il faudra t'inscrire dans ce district scolaire, expliqua-t-elle. Tu ne peux plus retourner dans ton ancien lycée. L'idée de recommencer ailleurs m'angoissait, mais rester caché était vital. Le lundi matin, le danger revint plus vite que prévu. La sonnette retentit. Sur l'écran des caméras, 2 femmes apparaissaient, ma tante et 2 de mes cousines. Elles tenaient des plats et affichaient une expression d'inquiétude feinte. Nous savons qu'elle est ici. Laissez-nous la voir. Sa grand-mère est malade d'inquiétude. Théodora ne broncha pas. Elle composa calmement le numéro de la police. Les personnes mentionnées dans l'ordonnance sont devant chez moi, déclara-t-elle. Elles repartirent avant l'arrivée de la patrouille, mais l'une de mes cousines leva une pancarte vers la caméra. Nous t'aimons, reviens à la maison. La manipulation avait commencé. Le lendemain, ce fut un immense bouquet de fleurs livré à la porte, avec une carte signée maman. Nos cœurs sont brisés. Pardonne-nous. Reviens. Théodora photographia le tout, puis jeta les fleurs. Documente tout, me rappela-t-elle. Chaque geste est une tentative de pression. Mercredi, j'entrai dans mon nouveau lycée sous une identité protégée. La conseillère d'éducation m'accueillit avec chaleur et promit de garder mes dossiers confidentiels. Elle m'affecta une camarade pour me guider et proposa que je déjeune à la bibliothèque si je préférais éviter la foule. Mais en sortant le soir,
Mon cœur se serra. Une camionnette appartenant à un de mes oncles était garée à l'entrée du parking. Je retournai précipitamment dans le bâtiment, appelai Théodora, qui arriva aussitôt. Elle se gara devant la camionnette, téléphone en main pour filmer. « Qu'il sache que nous n'avons pas peur », dit-elle en m'accompagnant jusqu'à sa voiture. Le lendemain, une lettre d'avocat arriva. Mon père réclamait mon retour, accusant les services sociaux d'aliénation parentale et dénonçant une perte d'identité culturelle. Margaret me mit en relation avec une avocate spécialisée, Patricia. Elle parcourut les documents et haussa les épaules. Classique. Ils vont invoquer la religion, les traditions, les droits parentaux. Nous répliquerons avec les preuves d'abus et ton témoignage. Devrais-je les revoir au tribunal ? Demandai-je d'une voix tremblante. Nous ferons tout pour éviter ça, mais prépare-toi. Tu es forte, et tu n'es plus seule. Le vendredi matin, la situation prit une tournure inquiétante. Théodora me réveilla de bonne heure, son visage grave. « Regarde ton ancien compte Facebook », dit-elle en posant un ordinateur portable devant moi. J'ouvris la page et sentis mon sang se glacer. Mon père avait publié un long message accompagné d'une photo de moi. On y lisait « Notre fille est malade et manipulée. Elle a été enlevée par des gens qui remplissent sa tête de mensonges. Nous craignons pour sa vie. Aidez-nous à la retrouver. » Les commentaires affluaient déjà. Prières, messages de soutien à ma famille, appels à m'identifier. Certains proposaient même une récompense pour me ramener. C'était une chasse à l'enfant, déguisée en appel à l'aide. Patricia, mon avocate, fut catégorique. C'est de l'intimidation publique. Ils veulent contrôler le récit, faire de toi la méchante. Nous devons répondre avec prudence, mais cela ne changera rien à ta protection légale. L'après-midi, la situation s'aggrava. Dans les groupes WhatsApp de la communauté, circulaient des rumeurs selon lesquelles j'étais possédée ou influencée par les ennemis de notre culture. Mon visage, accompagné d'appels au secours, se répandait à la vitesse de l'éclair. Puis survint la première trahison. Une de mes jeunes cousines, Margie, celle à qui j'avais essayé d'apprendre ses droits dans notre cabanon, apparut dans une vidéo postée en ligne. Elle était assise bien droite, sa mère à ses côtés, et récitait un discours visiblement préparé. Elle nous a menti. Elle nous a fait croire que nos parents voulaient nous faire du mal. Elle nous a fait peur de notre propre culture. Si vous la voyez, ramenez-la, pour qu'elle reçoive enfin l'aide dont elle a besoin. Mon cœur se brisa. Son regard vide me disait tout, elle avait cédé sous la pression. Elle n'avait pas eu le choix. Théodora me prit dans ses bras. Ils utilisent ce que tu aimes le plus contre toi. Mais ça ne rend pas ton combat moins juste. Le samedi, un événement inattendu se produisit. Une jeune femme se présenta à la porte, se présentant comme employée de cabinet d'avocat, avec des documents à livrer. Théodora, méfiante, exigea qu'elle laisse l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Mais en la voyant s'éloigner, je reconnus son profil. C'était ma cousine Sarah, déguisée avec une perruque et un tailleur trop grand. Dans l'enveloppe, des photos, ma grand-mère, affaiblie, ma petite sœur, souriant à un anniversaire où ma chaise restait vide, ma mère en pleurs devant mon plat préféré. Tout était calculé pour me culpabiliser. La dernière photo glaça mon sang. Anna, ma cousine qui avait tenté de dénoncer, posant avec un anneau de fiançailles. Ses yeux étaient éteints. Au dos, un mot, elle est rentrée à la maison. Elle est heureuse maintenant. Toi aussi tu pourrais l'être. Je murmurai, ils l'ont récupérée. Ils vont la forcer à se marier malgré tout. Patricia jura à voix basse. Ça complique les choses. Si elle retire son témoignage, notre dossier perd en force. Non, répondis-je avec fermeté. Regarde ses yeux. Elle n'est pas heureuse. Elle est terrorisée. Le dimanche, un nouveau signal d'alerte. Le voisin de Théodora l'appela pour lui dire que des hommes prenaient des photos de la maison depuis une voiture stationnée de l'autre côté de la rue. Quand la police arriva, ils avaient disparu. Mais le message était clair, nous savons où tu es. Margaret, la travailleuse sociale, suggéra de me déplacer dans un autre foyer. Mais Théodora secoua la tête. Fuir, c'est leur donner raison. Ici, nous restons, nous documentons et nous résistons. Le lundi matin, j'entrai dans la salle d'audience pour l'examen de l'ordonnance permanente de protection. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. D'un côté, toute ma famille élargie emplissait les bancs. Tantes, oncles, cousins, dignitaires de la communauté. De l'autre, j'étais assise aux côtés de Patricia, tentant de me convaincre que j'étais assez forte. Leur avocat commença. Il brossa l'image d'une famille aimante, détruite par des influences occidentales. Les témoins s'enchaînèrent, l'imam, des proches, même mon ancien pédiatre, qui affirma n'avoir jamais constaté de mauvais traitements. Bien sûr que non,
je n'avais jamais eu le droit de lui parler seule. Puis vint notre tour. Patricia présenta méthodiquement les preuves. Les photos de mes blessures, mes rédactions analysées, les vidéos de sécurité montrant mon père arrivant avec de faux médicaments. Madame Rodriguez témoigna à son tour. Elle parla de ma perte de poids inquiétante, de mes confidences cachées dans les devoirs, de ce jour où j'avais découvert les brochures. L'avocat de mon père l'attaqua. « Vous n'avez rien signalé plus tôt ? Vous avez préféré influencer cet enfant avec une propagande anticulturelle ?» Elle blêmit, mais répondit « Je cherchais à gagner sa confiance. Quand j'ai eu des preuves solides, j'ai signalé. » Ils tentèrent de la faire passer pour la manipulatrice, mais Patricia contre-attaqua. Puis vint mon tour. Mes mains tremblaient lorsque je montrai mes cicatrices, les brûlures circulaires laissées par les casseroles, les marques de ceinture sur mon dos. Je décrivis les jeunes filles promises à des hommes ayant déjà des enfants adultes, les femmes mortes avant 23 ans. Le juge fronça les sourcils. Des accusations graves. Avez-vous des preuves pour ces décès ? Patricia présenta les certificats de décès, 2 femmes, toutes 2 mortes jeunes des insuffisances rénales, après plusieurs grossesses. L'avocat s'écria, ce sont des maladies médicales, pas des preuves de crime. Patricia répliqua, c'est un schéma récurrent. Des mariages précoces, des grossesses multiples, des morts prématurées. Et aujourd'hui, ils veulent sacrifier une autre adolescente. Le juge hésitait. Sans témoignage direct d'Anna, sans preuve irréfutable, la balance restait fragile. C'est alors que les portes de la salle s'ouvrirent. Une jeune femme voilée entra, accompagnée d'une travailleuse sociale. Mon père se figea. Ma mère porta la main à sa bouche. « Votre honneur, » annonça la travailleuse, « cette témoin souhaite être entendue. » La femme s'approcha de la barre. Sa voix tremblait mais ses mots étaient clairs. « Je m'appelle Fatima Habibi. J'étais la première épouse de l'homme auquel il voulait marier cette fille. Je ne suis pas morte. J'ai fui. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle avant d'exploser en murmures. Le tribunal entier s'était figé. Les murmures montaient comme une houle, mélange d'incrédulité et de scandale. Mon père blêmit, ma mère se cacha derrière son voile, et l'avocat de la famille bondit de sa chaise en criant à la supercherie. Fatima, pourtant, resta droite. Sa voix tremblait un peu mais elle continua. J'avais 15 ans quand on m'a mariée à Amu Habibi. À 20 ans, j'avais déjà 4 enfants et mes reins étaient en train de lâcher. On a annoncé à tout le monde que j'étais morte. Mais une infirmière m'a aidée à fuir. Depuis, je vis cachée. Elle sortit de son sac des dossiers médicaux, des certificats prouvant son insuffisance rénale, et même des photos de la fausse tombe que sa famille avait fabriquée pour sauver son honneur. Le juge l'écouta longuement, interrompant à peine les protestations de mon père et de ses frères. Les révélations étaient trop lourdes pour être ignorées. Fatima me jeta un regard tendre, presque maternel. Je suis venue parce que j'ai vu son visage dans les publications en ligne. Je ne pouvais pas laisser une autre enfant subir ce que j'ai subi. Le reste de l'audience bascula. L'avocat de mon père tenta de discréditer Fatima, de l'accuser de mensonge, mais chaque document qu'elle présentait renforçait sa crédibilité. Lorsque le juge rendit sa décision, sa voix était ferme. L'ordonnance de protection est rendue permanente. Toute tentative de contact sera considérée comme une violation passible de poursuite pénale. Je sentis mes jambes se dérober, soulagée. Mais la réaction de mes parents fut plus douloureuse que je ne l'aurais cru. Mon père se leva, les yeux injectés de rage. « Tu n'es plus ma fille. Tu es morte pour nous. » Ma mère se leva à son tour, ôtant son voile dans un geste symbolique de rejet. « Nous n'avons pas de fille. Elle est morte aujourd'hui. » Chaque mot fut comme un coup de poignard. Pourtant, au fond de moi, je sentais aussi un étrange soulagement. Leur désaveu me coupait de leurs griffes. À la sortie, Fatima posa sa main sur mon bras. « Tu n'es pas seule. Il y a d'autres femmes comme nous. Un jour, tu le verras. » Patricia, mon avocate, me prévint immédiatement. Ce n'est pas fini. Ils vont essayer d'autres moyens. Campagne publique, attaque judiciaire, harcèlement. Prépare-toi. Elle avait raison. En quelques jours, les représailles commencèrent. D'abord, mes anciens comptes de réseaux sociaux furent piratés. On y publia des messages me décrivant comme folle, instable, réclamant de l'aide. Mes photos furent retouchées pour me donner l'air hagard. Ensuite, les commerces de quartier commencèrent à refuser Théodora. Nous ne voulons pas d'ennui, s'excusa un commerçant. La pression communautaire s'étendait à ceux qui m'hébergeaient. Puis vinrent les procédures judiciaires. Mon père lança plusieurs plaintes pour diffamation et détresse émotionnelle. Toutes sans fondement, mais coûteuses à contrer. Patricia les qualifia de « tactiques d'usure », épuiser nos forces et nos ressources.
Le pire fut la manipulation des filles que j'avais essayé d'aider. Des vidéos apparurent où mes jeunes cousines déclaraient que j'avais semé la peur et voulu les monter contre leur famille. Leurs yeux disaient autre chose, mais pour le monde extérieur, c'était accablant. Théodora renforça alors la sécurité. Nous découvrîmes un matin des empreintes dans le jardin, preuve que quelqu'un rôdait autour de la maison. La police nota le fait, sans pouvoir identifier de coupable. Margaret, la travailleuse sociale, me proposa « Il existe un programme de protection des témoins. On peut inscrire. » Mais je refusai. Si je disparais, toutes celles qui comptent sur moi perdront espoir. Je dois rester visible. Les attaques changèrent de forme. Une femme se présenta comme médiatrice culturelle, proposant de réconcilier la famille. Puis un thérapeute voulut m'aider à retrouver mon identité. Un imam m'invita à une rencontre spirituelle. Tous des pièges déguisés. Théodora claqua systématiquement la porte, mais chaque visite me rappelait que mes ennemis étaient partout. Puis, un appel inattendu bouleversa tout. Patricia me dit « Anna veut te voir ». Mon cœur bondit. Était-ce un piège ? Patricia avait vérifié, Anna avait contacté un avocat par elle-même. Une rencontre fut organisée dans le bureau de Patricia, avec sécurité renforcée. Lorsque je vis Anna entrer, je peinai à la reconnaître. Amaigrie, le regard vide, elle semblait brisée. Mais quand elle s'assit en face de moi, sa voix s'éteignit en un chuchotement urgent. Ils m'ont forcé à rentrer. Ils ont menacé ma petite sœur. Je suis désolée. Elle serra mes mains, ses yeux emplis de larmes. Écoute. Ils ont abandonné l'idée de te récupérer. Maintenant, ils veulent faire de toi un exemple. Ils parlent de ton école. Ils veulent t'envoyer un message que tout le monde comprendra. Mon sang se glaça. Quand ? Bientôt. Je ne sais pas quand exactement. Mais sois sur tes gardes. Change tout. Ne garde aucune habitude. Avant de partir, elle glissa un petit papier dans ma main, une adresse. D'autres filles. Aide-les. Puis elle disparut, escortée par les agents de sécurité. Cette nuit-là, Théodora et moi restâmes éveillés à planifier. Nous devions redoubler de prudence, éviter toute routine. Mais nous étions loin d'imaginer à quel point la menace était proche. Le mercredi matin, tout bascula. J'étais dans la cuisine avec Théodora quand l'alarme de sécurité se déclencha. Pas celle de l'entrée principale, mais celle reliée à la fenêtre de ma chambre. Un frisson glacé me parcourut. Quelqu'un était entré. « Verrouille-toi dans la salle de bain », ordonna Théodora en attrapant son téléphone. Je courus, le cœur battant. Derrière moi, j'entendis le fracas du verre brisé, puis des voix masculines. Pas celles de mon père ou de mes oncles. C'étaient d'autres hommes, des cousins éloignés, peut-être même des membres de la communauté payés pour faire le sale travail. La porte de la salle de bain se referma derrière moi. Je tournai la clé, puis cherchai désespérément une arme improvisée. Des ciseaux dans un tiroir, une bombe de laque dans l'armoire. Mes mains tremblaient. Les pas se rapprochaient. Les voix se firent plus claires. « Viens, ma petite. On veut juste parler. » Puis un autre, plus froid, « Ne rends pas les choses plus difficiles. Ta famille t'attend. » Le battant vibra sous leurs coups. Je plaquai mon dos contre le mur, prête à me défendre de toutes mes forces dérisoires. Théodora criait dans le téléphone. « Vite. Ils sont dans la maison. Dépêchez-vous. » Le bois commençait à se fendre quand, au loin, les sirènes retentirent. Les coups cessèrent. Des pas précipités, une porte qui claque, un moteur rugissant. Quand la police entra enfin, les intrus s'étaient déjà volatilisés, laissant derrière eux des éclats de verre et des empreintes boueuses. Margaret arriva peu après, le visage fermé. « Cette maison est compromise. Nous devons te déplacer immédiatement. » Je fis ma valise en silence, le cœur lourd. Théodora posa sa main sur mon épaule. « Tu as tenu bon. Mais ce n'est qu'un début. Ils ne vont pas s'arrêter. » Avant de quitter les lieux, je sortis de ma poche le papier qu'Anna m'avait remis. Une adresse. « Je veux qu'on aide ces filles, » dis-je à Théodora. Elle hocha la tête. « D'abord, on t'amène en sécurité. Ensuite, on verra. » Nous fûmes conduites dans un nouvel hébergement, un petit appartement au-dessus du garage d'un policier à la retraite. L'endroit était discret, équipé de caméras, d'alarmes et même de boutons d'urgence reliés directement au commissariat. La première nuit, je la passai les yeux rivés sur le papier froissé, repassant chaque chiffre, chaque lettre. Je savais que derrière cette adresse se cachaient d'autres vies suspendues comme la mienne. Le lendemain, Madame Rodriguez arriva avec des cartons remplis de fournitures scolaires.
Ensemble, nous élaborâmes un plan, glisser des informations dans des cahiers, dissimuler des numéros de téléphone sous forme d'exercices mathématiques, transformer des leçons d'histoire en guides juridiques. Les infirmières scolaires sont des déclarantes obligatoires, expliqua-t-elle. Elles sauront quoi faire si elles voient ces indices. Pendant 3 jours, nous travaillâmes sans relâche. 50 cahiers furent préparés, chacun contenant une poche secrète avec numéro d'urgence, adresse de refuge et instructions pour demander de l'aide. Mais à peine ce travail terminé, un nouveau danger apparut. Margaret se présenta avec une adolescente aux yeux agrandis par la peur. Elle venait d'une autre famille de la communauté, et son histoire ressemblait tragiquement à la mienne. Première règle la semaine passée, promesse à un homme 2 fois plus âgé, destin tout tracé. J'ai trouvé ton carnet, murmura-t-elle. Il était caché dans la chambre de ma cousine. Les chiffres. J'ai compris qu'ils étaient des numéros. J'ai su que c'était toi. Je sentis une chaleur étrange m'envahir. Mon message avait survécu. Déjà, il voyageait de maison en maison. Cette nuit-là, mon nouveau téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis d'une voix tremblante. Ne raccroche pas, dit une voix de fillette. Nous sommes 6. On a trouvé tes pages. 3 d'entre nous sont déjà promises. On a peur. On ne sait pas quoi faire. Je notai leurs prénoms, leurs âges, 12, 13, 16 ans. Ma gorge se serra. Écoutez-moi. Trouvez un professeur, un conseiller, dites ces mots précis. Ils veulent me marier, j'ai moins de 18 ans, aidez-moi. Répétez-les jusqu'à ce qu'on vous entende. La ligne grésillait, mais leur souffle rapide me parvenait. Et si nos parents nous attrapent ? Demanda l'une d'elles. Alors recommencez. Encore et encore. Chaque tentative compte. Vous n'êtes pas seul. Quand l'appel prit fin, je restai longtemps à fixer le papier couvert de leurs noms. Un réseau invisible prenait forme. Une chaîne fragile, mais réelle. Le lendemain, Patricia m'annonça que mon père avait déposé une nouvelle requête. Des poursuites pour corruption de mineurs et incitation à la désobéissance parentale. Je crus que mes jambes allaient céder. Peu importe, dit Patricia. Ce sont des accusations creuses. Mais elles prouvent une chose, tu leur fais peur. Cet après-midi-là, je pris une décision. J'appelai une journaliste que Madame Rodriguez connaissait. Elle s'occupait de droits humains. Quand elle me répondit, ma voix était ferme malgré mes tremblements. Je veux que les gens sachent. Pas mon nom, pas mon visage. Mais l'histoire. Que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. La journaliste promit l'anonymat, mais j'avais conscience de ce que cela signifiait. Exposer ma famille, et par ricochet, moi-même. Pourtant, le silence aurait été pire. Quelques jours plus tard, un colis arriva par la poste. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, des photos, une jeune femme en blouse d'infirmière, souriante à sa remise de diplôme. Une lettre, écrite d'une main tremblante. Je voulais que tu vois que c'est possible. J'ai survécu, j'ai étudié, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Ne lâche rien. La signature me fit pleurer, Fatima. Les jours qui suivirent furent intenses. La publication préparée par la journaliste finit par paraître plus tôt que prévu. L'article décrivait l'existence d'un réseau clandestin de jeunes filles partageant des informations sur leurs droits, cachant des numéros de téléphone dans des cahiers, se soutenant à travers des murmures et des symboles. Mon nom n'y figurait pas, ni celui de ma famille, mais l'histoire était trop proche pour que certains ne fassent pas le lien. En quelques heures, le texte devint viral. Des milliers de personnes réagirent, certaines par l'indignation et le soutien, d'autres par la colère et l'accusation. Des associations féministes, des organismes de protection de l'enfance, mais aussi de simples citoyens, s'emparèrent du sujet. Des messages affluaient de partout, vous n'êtes pas seul. Continuez. On vous croit. Mais du côté de ma communauté, la réaction fut tout autre. Mon père organisa une conférence de presse sur les marches du tribunal. Son avocat dénonça une campagne de diffamation, orchestrée par des ennemis de notre foi. Derrière lui, des notables hochaient gravement la tête. Cet enfant manipule les plus jeunes, elle détruit des familles, elle corrompt la culture, déclara-t-il devant les caméras. À peine le discours terminé, une nouvelle vidéo circulait. On y voyait Margie, ma cousine, entourée cette fois de 4 autres jeunes filles de mon ancien groupe secret. Leurs visages étaient fermés, leurs voix mécaniques. Elle nous a dit que nos parents étaient mauvais, récitait l'une. Elle nous a fait haïr notre propre culture, ajouta une autre. Leur regard vide m'écorchait le cœur. Elles n'étaient plus que des instruments dans les mains des adultes. Pour le monde extérieur, c'était un témoignage accablant. Ne regarde pas ça, conseilla le policier qui m'hébergeait, refermant brusquement l'ordinateur. Ils essaient seulement de te briser. Mais le coup le plus dur arriva le lendemain.
Margaret se présenta, visiblement bouleversée. « Tu te souviens des 6 filles qui t'ont appelé » demanda-t-elle. Je hochai la tête, le cœur serré. L'une d'elles, Samira, 16 ans. Sa famille a découvert qu'elle voulait fuir. Il prépare son départ de l'état demain. Je crus défaillir. Si elle quittait la juridiction, nous n'aurions plus aucun moyen légal de la protéger. Il y a peut-être une chance, dit Patricia. Ils doivent passer par le tribunal pour obtenir un passeport. Si Samira trouve la force de parler, elle peut être entendue. J'insistai pour y aller, malgré les protestations de Théodora et de Margaret. Nous ne pouvions pas abandonner cette fille. Le lendemain, nous nous postâmes à distance de la cour. Le policier à la retraite, qui m'hébergeait, garda une main posée sur son arme, les yeux fixés sur l'entrée. Les minutes s'étiraient, interminables. Puis, un van se gara. 2 femmes en descendirent, tenant fermement Samira par les bras. Elle paraissait éteinte, résignée. Mon regard croisa le sien à travers la vitre de la voiture où je me cachais. Je posai ma main contre le carreau et articulai un mot, « Cours ». Elle ne courut pas. Pas tout de suite. Mais lorsqu'elles franchirent les portiques de sécurité, elle se jeta soudain au sol, hurlant de douleur, prétendant une crise d'estomac. Le chaos s'ensuivit. Les gardes accoururent, les tantes s'énervèrent, jurant qu'elle allait bien. Dans le tumulte, Samira agrippa la manche d'un officier et murmura quelque chose. Je vis son visage changer. Il fit signe à ses collègues. En quelques instants, Samira fut entourée, ses tantes repoussées, furieuses et impuissantes. Les services de protection de l'enfance furent appelés sur le champ. Depuis la voiture, les larmes me brouillaient la vue. Samira avait compris. Elle avait trouvé la force. Elle n'était plus seule. Mais ce succès eut un prix. Le soir même, Patricia nous convoqua. « Votre famille est furieuse. Ils savent que vous êtes derrière cette fuite. Attendez-vous à une escalade. » Elle avait raison. Le lendemain matin, je fus réveillée par le hurlement des sirènes. Pas celle des policiers cette fois, mais celle des pompiers. Une voiture avait explosé en flammes sur le parking du bâtiment. Ce n'était pas celle du policier qui m'hébergeait, mais un véhicule laissé là exprès. Dans le coffre, on trouva des poupées calcinées, toutes vêtues de robes de mariée. Le message était clair, voilà ce qui t'attend. Margaret arriva précipitamment. Nous devons te déplacer encore une fois. Cet endroit est compromis. Mais je refusai. Non. Ils veulent que je vive cachée, terrifiée. Je n'obéirai pas. Après des heures de discussion, un compromis fut trouvé. Des officiers en civil assuraient une surveillance permanente, des boutons d'alerte furent installés dans chaque pièce, et je ne dormirai jamais 2 nuits de suite au même endroit. Épuisée, je m'écroulai sur le lit. Mais au fond de moi, je sentais quelque chose d'inédit. Malgré la peur, malgré la haine, nous étions en train de gagner. Chaque fille sauvée, chaque information transmise, chaque mensonge dévoilé était une victoire. Le surlendemain, Patricia me téléphona, la voix plus vive que jamais. Ton histoire se propage. D'autres communautés commencent à parler. Et surtout, 3 nouvelles filles ont demandé une ordonnance de protection cette semaine. Tu as ouvert une brèche. Je fermai les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire naquit sur mes lèvres. Le lundi suivant, la guerre prit une nouvelle forme. Mon père organisa une nouvelle offensive, cette fois par les tribunaux. Son avocat déposa une plainte pour corruption de mineurs et incitation à la désobéissance parentale. L'accusation était absurde, mais l'effet psychologique était clair, me faire passer du statut de victime à celui de coupable. Ne panique pas, me dit Patricia, mon avocate. Ce genre de plainte ne tient pas. Mais elle montre à quel point ils sont prêts à tout. En parallèle, la campagne publique continuait. Des proches de ma famille diffusèrent des vidéos où mes cousines et d'autres jeunes filles affirmaient que j'étais manipulatrice, dangereuse, un poison pour les enfants. Je reconnaissais dans leur voix les phrases dictées, les regards fuyants, la peur derrière leurs mots. Mais à l'extérieur, beaucoup y croyaient. Le jeudi, Margaret arriva avec une expression sombre. Une des filles qui t'avait appelée. Sa famille l'a découverte. Ils veulent l'envoyer à l'étranger. Elle part demain. Je savais de qui elle parlait. Samira, 16 ans, celle qui avait déjà osé lever la voix. L'idée qu'elle disparaisse de l'autre côté d'un océan me donna la nausée. Ils devront passer par le tribunal pour un passeport, rappela Patricia. C'est notre seule chance. Nous prîmes la décision risquée d'aller discrètement près du palais de justice, espérant que Samira trouverait la force de saisir l'occasion. Le lendemain, nous observâmes depuis une voiture garée à distance. Le policier à la retraite qui m'hébergeait restait aux aguets. Quand le van arriva, mon cœur manqua un battement.
2 femmes encadraient Samira, leurs mains serrées sur ses bras. Elle paraissait éteinte, résignée. Mais à l'entrée du tribunal, elle se laissa soudain tomber au sol, criant qu'elle avait mal au ventre. Les gardes accoururent, les tantes protestèrent, mais Samira profita de la confusion pour agripper un officier et lui murmurer quelque chose. Je vis son visage changer. Quelques minutes plus tard, les services sociaux arrivaient. Les tantes hurlaient, tentaient de la tirer, mais Samira fut entourée et mise à l'abri. Elle était sauvée. Dans la voiture, les larmes me brouillaient la vue. Pour la première fois, je vis de mes propres yeux que mes mots avaient porté leurs fruits. Samira avait repris mon stratagème, simuler la maladie pour créer une échappatoire. Elle avait osé. Mais je savais que la riposte ne tarderait pas. Dès le lendemain matin, Patricia nous convoqua. Ton père est hors de lui. Il vous accuse publiquement d'avoir enlevé Samira. Ils vont intensifier les attaques. Préparez-vous. Et en effet, la nuit qui suivit fut marquée par un avertissement macabre. Une voiture fut incendiée devant notre immeuble. Dans le coffre, les pompiers trouvèrent des poupées de chiffon habillées en mariée, réduites en cendres. Le message était clair, c'est toi, la prochaine. Margaret voulut immédiatement me déplacer vers une autre famille d'accueil, mais je refusai. Je suis fatiguée de fuir. Ils veulent que je sois cachée, effrayée. Je veux rester debout. Un compromis fut trouvé, surveillance policière renforcée, alarmes supplémentaires et rotation quotidienne des lieux où je dormais. Le surlendemain, la journaliste qui avait publié l'article me contacta. Elle était bouleversée. Son journal recevait des menaces de procès, des intimidations, mais elle refusait de céder. Ton histoire circule déjà partout. Des associations me contactent. Des filles d'autres États aussi. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage résonne. Je commençais à comprendre que mon histoire dépassait ma seule survie. Elle devenait une arme, une preuve vivante que la fuite et la résistance étaient possibles. Le dimanche, un signe inattendu redonna de la force à ma détermination. Un paquet arriva, sans expéditeur. À l'intérieur, des photos d'une jeune femme diplômée en soins infirmiers. Elle souriait, fière, une couronne de fleurs sur la tête. La lettre qui accompagnait les photos était simple. J'ai survécu. J'ai construit une vie. J'ai trouvé l'amour et le respect. Toi aussi, tu y arriveras. Ne cède pas. Elle était signée, Fatima. Je pleurais en serrant les photos contre moi. Elle, qu'on avait effacée des registres, qu'on avait déclarée morte, était vivante et libre. Son existence même était une promesse. Tout cela en valait la peine. La semaine suivante marqua un tournant décisif. Le lundi matin, Patricia m'emmena au tribunal pour l'audience de renouvellement de l'ordonnance de protection. Cette fois, la salle était bondée. Mais à ma surprise, ce n'était pas ma famille qui occupait les bancs. C'étaient des filles, des femmes, des travailleurs sociaux, des professeurs. Des visages que je n'avais jamais vus, mais qui étaient venus pour soutenir une cause devenue plus grande que moi. L'avocat de mon père tenta encore une fois de plaider. Il affirma que, puisque ma famille m'avait officiellement désavoué, je ne courais plus aucun danger. Il évoqua le respect des traditions, la liberté religieuse, la nécessité de préserver l'honneur communautaire. Le juge l'écouta, impassible, puis déclara « Un désaveu ne supprime ni les menaces, ni les crimes déjà commis. L'ordonnance est maintenue. » Cette victoire juridique fut un soulagement immense, mais je savais que ma famille ne s'arrêterait pas là. En sortant du tribunal, une silhouette familière m'attendait, Fatima, la première épouse d'Amu Habibi. Elle avait fait des heures de route pour être présente. Quand elle m'enlaça, je sentis sa force, sa survie, son courage. Les photographes saisirent ce moment, 2 filles, de générations différentes, unies par le refus d'être effacées. Ce soir-là, un sentiment nouveau germa en moi. Nous n'étions plus des victimes isolées, mais le début d'un mouvement. Le vendredi suivant eut lieu la première réunion officielle de ce qui allait devenir le réseau de la liberté. Nous étions 15 autour de la table, Théodora, Patricia, Madame Rodriguez, d'anciennes victimes, des bénévoles. Nous établîmes un plan concret, distribution des cahiers codés dans plusieurs écoles, recensement des foyers sécurisés pouvant accueillir en urgence, formation des enseignants pour identifier les signaux d'alerte, mise en place d'un numéro de téléphone secret, relié à des bénévoles disponibles jour et nuit. Ce qui avait commencé dans l'ombre d'un cabanon devenait une structure organisée. Pourtant, la guerre psychologique continua. Le dimanche, un nouveau message parvint sur mon téléphone. Une photo de moi enfant, entourée de ma famille. En dessous, une phrase écrite en arabe. « Tu es morte pour nous ». Je montrai l'image à Patricia. Elle soupira et prit note pour le dossier. Ils veulent t'effrayer. Mais souviens-toi, chaque menace que tu documentes devient une arme contre eux.
Le lundi matin, un événement marqua un tournant décisif. Une adolescente, que je n'avais jamais rencontrée, appela le numéro secret mis en place 2 jours plus tôt. Sa voix tremblait. « J'ai trouvé votre cahier. On m'a promise à un homme. Aidez-moi. » Je me sentis submergée d'émotions. Le système fonctionnait. Les graines semées portaient déjà des fruits. Dans les jours qui suivirent, d'autres appels arrivèrent. 3 filles réussirent à obtenir une ordonnance d'urgence. 2 furent placées dans des refuges. Une 3e fut interceptée par sa famille, mais elle avait eu le temps de parler à une enseignante qui alerta les services sociaux. Chaque victoire avait un goût amer, mais c'était une victoire tout de même. La riposte de ma famille arriva bientôt. Incapables de m'atteindre directement, ils tentèrent de salir mon nom. Des vidéos montées de toutes pièces circulèrent. On y voyait mes cousines m'accuser d'avoir détruit leur vie, de leur avoir appris à haïr leurs parents. Je reconnaissais la mise en scène, les regards fuyants, mais à l'extérieur, beaucoup y voyaient une confirmation. Puis, une nuit, l'alarme retentit encore. Cette fois, ce n'était pas une intrusion, mais un incendie volontaire dans un véhicule garé devant la maison. Dans le coffre, des traces symboliques, sinistres, des robes blanches brûlées, des poupées noircies par les flammes. Margaret insista pour me déplacer immédiatement. Mais je secouai la tête. Ils veulent me réduire au silence. S'ils me forcent à fuir, ils gagnent. Finalement, nous trouvâmes un compromis. Des policiers en civil se relayaient à proximité, et je ne dormais jamais 2 nuits de suite au même endroit. Le samedi, l'article complet de la journaliste fut publié dans un grand média national. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple témoignage anonyme. C'était une enquête fouillée, avec des preuves, des dossiers, des témoignages de professeurs, de travailleurs sociaux, et même de Fatima. L'effet fut immédiat. Des associations de tout le pays se mobilisèrent. Des avocats bénévoles offrirent leur aide. Des dons affluèrent pour soutenir le réseau de la liberté. Et, surtout, des filles commencèrent à appeler depuis plusieurs États. Le lendemain soir, un message discret arriva sur mon nouveau téléphone. 12 filles, 3 États différents, ont déjà les cahiers. Elles font des copies. Il était signé « Anna ». Je serrai le téléphone contre ma poitrine. Elle était toujours là, toujours en lutte, malgré la peur. Les mois suivants furent marqués par un mélange étrange d'angoisse et d'espoir. La peur ne disparut jamais vraiment. Chaque trajet vers l'école, chaque promenade au parc avec Théodora, chaque coup de téléphone inconnu me donnait des frissons. Je savais que ma famille, même après les jugements, même après les révélations, n'abandonnerait pas totalement. Ils n'avaient pas seulement perdu une fille, à leurs yeux, ils avaient perdu l'honneur. Et pour certains, cela ne pouvait être lavé que par le sang. Mais en parallèle, quelque chose de plus grand prenait forme. Le réseau de la liberté, né de quelques cahiers cachés et de chuchotements dans un cabanon, s'étendait désormais bien au-delà de notre ville. Des enseignants, des infirmières scolaires, des bénévoles anonymes participaient. Les appels affluaient. Chaque semaine, de nouvelles filles demandaient de l'aide. Un soir, Margaret arriva avec un dossier épais. « Regarde, dit-elle. 28 filles protégées en 3 mois. 18 ordonnances de justice obtenues. 12 familles d'accueil mobilisées. » Je restai longtemps à contempler la pile de papier. 28 vies. 28 destins réécrits. Et pourtant, dans mon cœur, il y avait encore des cicatrices béantes. Ma mère. Mes cousines. Anna, coincée quelque part entre la soumission forcée et la résistance silencieuse. Et moi, qui portais encore sur ma peau les marques des brûlures et des coups. Un matin d'hiver, un événement me bouleversa. Une lettre arriva par la poste, écrite à la main. L'écriture était tremblante, irrégulière. Ma fille, je ne peux pas dire ces mots devant ton père. Mais sache que je t'entends, que je te crois. Je ne peux pas te protéger, mais je prie pour toi chaque nuit. Peut-être qu'un jour tu me pardonneras. Maman. Je relus la lettre des dizaines de fois. Était-ce une vraie confession? Ou une nouvelle manipulation? Je ne le saurai peut-être jamais. Mais malgré tout, ces quelques phrases adoucirent une partie de la douleur. Au printemps, Patricia me proposa de témoigner devant un comité législatif de l'État. Ils étudiaient une loi pour renforcer la protection contre les mariages forcés. Je n'étais pas obligée. Mais je savais que ma voix avait désormais une portée. Devant les élus, ma voix tremblait d'abord, puis s'affermit. J'avais 15 ans. On voulait me marier à un homme qui avait déjà enterré 2 épouses. Ma famille disait que c'était normal. Mais ce n'était pas normal. C'était un crime. Et j'ai survécu parce que j'ai trouvé le courage de fuir et des adultes assez courageux pour m'écouter. Je vous demande aujourd'hui d'être ces adultes pour d'autres filles.
Le silence qui suivit fut lourd. Puis les applaudissements éclatèrent. Ce jour-là, je compris que mon histoire n'était plus seulement la mienne. Quelques semaines plus tard, une nouvelle incroyable arriva. La loi avait été adoptée. Les mariages de mineurs étaient désormais interdits sans exception, et les peines pour les familles qui tentaient d'imposer un mariage forcé étaient renforcées. Le soir même, j'allai dans le cabanon de Théodora. Sur les murs, nous avions accroché les photos de toutes celles qui avaient été protégées. Je posai une bougie sous chaque image, murmurant leurs prénoms. Puis, dans le silence, je prononçai les mots que j'avais toujours rêvé de dire. Je ne suis plus une victime. Je suis libre. Le lendemain, j'eus un appel inattendu. Une voix familière, faible mais déterminée. C'est moi, Anna. Je voulais que tu saches. J'ai réussi à m'enfuir. Je suis en sécurité. Mes yeux s'emplirent de larmes. Où es-tu? Je ne peux pas le dire. Mais je t'entends. Je t'ai suivi de loin. Et je suis fière de toi. Quand la ligne se coupa, je restai longtemps immobile, le téléphone serré contre ma poitrine. Aujourd'hui encore, je vis avec la peur que mes parents, mes oncles ou mes cousins me retrouvent. Mais cette peur ne m'empêche plus d'avancer. Car je sais que derrière moi, il y a une armée silencieuse de filles et de femmes qui refusent d'être effacées. Je ne suis plus la fille enfermée dans une chambre, affamée pour retarder ses règles. Je ne suis plus la mariée promise à un homme violent. Je suis une survivante. Une combattante. Une voix parmi d'autres, mais une voix qui refuse de se taire. Et même si ma famille dit que je suis morte, je sais au fond de moi la vérité. Je viens de naître.